Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Bienvenue dans Présage, des idées pour nourrir l'esprit et remettre radicalement en question l'état de notre monde. Je suis Alexia Soyeux et je reçois Elisabeth Feiti. Elisabeth Feiti est documentariste et créatrice du podcast Méta de choc qui propose des entretiens et des chroniques afin d'éduquer à l'esprit critique et de questionner nos croyances. L'idéologie du développement personnel, qui infuse profondément nos sociétés occidentales contemporaines, puise ses racines dans la spiritualité New Age, née à la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Plus qu'un mouvement, une pseudo-science ou une religion, c'est un vaste courant de pensée et de pratique qui considère que nous avons tous et toutes un potentiel divin qu'il nous appartient de cultiver par la spiritualité, la connexion à la nature et aux énergies. La pensée New Age, aujourd'hui, elle est mainstream. Si on parle de pensée positive ou du fait qu'on crée notre réalité, personne ne va être choqué. L'individu, seul responsable de ses pensées et de son chemin de vie, est ainsi invité à attirer le positif grâce à la loi de l'attraction. Ces idées se développent particulièrement à partir des années 70 qui voient naître la commercialisation de nombreuses techniques pseudo-scientifiques d'amélioration de soi, avec par exemple la méditation de pleine conscience, la gestalt thérapie, la programmation neurolinguistique et autres soins énergétiques. Parallèlement, le néolibéralisme fournit un terreau fertile aux idées New Age. Le monde de l'entreprise participe ainsi largement à la diffusion de l'idée que chacun a le pouvoir et donc le devoir de s'accomplir et de devenir meilleur. Je pense que le libéralisme profite beaucoup de la diffusion de cette pensée New Age, parce qu'elle permet de justifier le côté individuel et non collectif des problématiques. Donc on va, par exemple en entreprise, dire aux gens « mais écoute, change de mindset ». L'écologie, la santé et le bien-être sont des portes d'entrée privilégiées vers ces croyances. En effet, le mouvement New Age et une partie du mouvement écolo sont imbriqués, partageant des racines historiques et des valeurs communes, articulées autour d'une certaine conception essentialiste et idéalisée d'une nature originelle. De l'anthroposophie aux thérapies de santé alternatives, un vaste ensemble de pratiques et d'idées se développe avec des idées controversées, voire problématiques. L'éco-spiritualité, quant à elle, entend apporter d'autres réponses à la lassitude et au désespoir face à l'immensité de la catastrophe écologique. Si l'on peut questionner le fait qu'une élévation spirituelle participera concrètement à agir sur le monde, il faut également souligner les nombreux stéréotypes véhiculés par l'éco-spiritualité, comme les notions de féminin et de masculin sacré. Elisabeth Feiti, ancienne adepte de la spiritualité New Age, nous éclaire sur les fondements de ces croyances, leurs implications idéologiques et leurs risques. Et pour approfondir ces vastes sujets, je vous renvoie aux chroniques de la spiritualité contemporaine proposées par Elisabeth dans Méta de choc et dont les liens sont en description de l'épisode. Elisabeth Feiti, bonjour. Bonjour. Vous êtes documentariste, créatrice du podcast Méta de choc, qui a pour but d'éduquer à la pensée critique appliquée à soi-même. Absolument. Et donc qui cherche à comprendre pourquoi on pense ce qu'on pense. Je voulais d'abord revenir peut-être un peu rapidement sur votre parcours. Donc je crois que vous êtes une ancienne croyante vous-même et que vous étiez une adepte du New Age et du développement personnel. Est-ce que peut-être vous voulez dire un petit mot Tout à fait. Moi j'ai été pendant 15 ans très imprégnée de croyances spirituelles telles qu'on les rencontre beaucoup aujourd'hui, telles que la loi de l'attraction, la pensée positive, notre réalité est une illusion. Et j'y suis entrée par effectivement le développement personnel, par une technique de développement personnel qui mettait dans des états modifiés de conscience et qui permettait supposément d'atteindre des strates un peu inconnues de soi, de son inconscient. Et d'histoires passées, soit de cette vie, soit même de vie antérieure, qui sont des thèmes assez classiques de la spiritualité contemporaine. Donc c'est quelque chose qui a vraiment été très très présent pendant 15 ans dans ma vie. Et c'était aussi votre activité pro ? Alors, pas vraiment. J'ai été formée au bout d'un moment, j'ai décidé de me former à cette fameuse technique qui s'appelle la respiration consciente. Et j'ai eu quelques clients. On appelle ça des clients et pas des patients dans ce milieu-là. Mais j'avais pas de velléité à avoir à ce que cette activité soit mon activité principale. J'avais d'autres activités professionnelles à côté, notamment de faire des films, de produire et monter des
des contenus audiovisuels. Mais oui, ça a été très très présent dans ma vie et j'ai eu quelques clients. Et si j'ai pas poursuivi, malgré le fait que j'ai suivi une formation sur plusieurs années, c'est parce que j'étais pas très convaincue en fait de l'efficacité sur les autres, malgré le fait que moi-même j'ai eu l'impression que ça m'avait beaucoup servi, beaucoup profité en fait d'être dans ce milieu-là de développement personnel. Mais vous étiez quand même, parce que je vous ai entendu dire dans d'autres médias que vous étiez quand même assez profondément imprégné de tout ça. Il y avait des histoires d'enfants cristal. Ah oui, oui. Ouais. Ah, vous étiez à fond, quoi. Ah, j'étais très, très à fond. Alors, ça s'est mis en place progressivement, mais effectivement, au bout de 10 ans, j'étais convaincue que j'étais une enfant indigo, pas une enfant cristal, parce que je suis trop vieille pour être une enfant cristal. Mais voilà, il y a un ordre aux choses. Mais voilà, j'étais persuadée d'être une incarnation venue sur Terre pour aider l'humanité à atteindre son potentiel divin, etc., augmenter les énergies de la Terre et des humains. Donc oui, ça allait assez loin. Je croyais aux Illuminati, je croyais aux reptiliens, je croyais à beaucoup de choses en lien avec les croyances New Age, pour des personnes qui sont vraiment engagées de manière profonde dans ces croyances, parce que toutes les personnes qui croient à la loi de l'attraction ne croient pas forcément être des enfants indigos ou ne croient pas forcément aux Illuminati. Ouais. Et donc, vous en êtes sortie? Oui, j'en suis sortie il y a quelques années, à un moment où justement j'étais quand même très engagée et où je me rendais compte que j'étais entrée dans une dynamique où c'était clairement la lutte du bien contre le mal, que moi j'étais du côté du bien et que je devais lutter contre le mal, et je sentais les énergies, je commençais à me dire que je pouvais soigner les gens par l'imposition des mains, etc. Et en même temps, il y a cette espèce de mythologie dans ces croyances qui dit que plus on est élevé, et moi j'avais la sensation d'être très élevée spirituellement et donc énergétiquement, et plus on est repéré par les forces du mal, donc par les énergies négatives, par les extraterrestres maléfiques, etc., et qu'on est attaqué psychiquement, spirituellement, etc. Et du coup, j'étais entrée dans cette espèce de lutte un peu paranoïaque, et ça ne me convenait pas. Je me disais, je suis pas entrée dans la spiritualité pour entrer dans ce genre de lutte. Et en même temps, je remettais pas en question mes croyances, mais je me disais, il y a un truc qui va pas. Et au moment où j'ai commencé à vouloir me renseigner un peu, de manière un peu plus méthodique, on va dire, sur ces croyances, où je me suis dit, tiens, c'est quoi la définition d'un enfant indigo? C'est quoi les énergies, etc. Je me suis heurtée à un mur et même à des questions que je m'étais jamais posées avant, du style, est-ce que tu es sûre que les énergies existent? Est-ce que tu es sûre que la loi de l'attraction fonctionne et existe? Est-ce que tu es sûr que la vie est une illusion, ou est-ce que tu es sûr que tu peux guérir par les mains, etc. Et à partir de là, je me suis dit, mais non, en fait, je suis sûre de rien. Ma vie est quand même extrêmement imprégnée de toutes ces croyances. Elles sont même au centre de ma vie à ce moment-là, au bout de 15 ans, donc. Et là, je me suis dit, non, il faut vraiment que j'aille plus loin et que je me questionne sur ces croyances, que j'avais pas forcément identifiées clairement comme des croyances, justement, parce que je pensais qu'elles étaient fondées sur des choses relativement solides, et notamment la science, hein, c'est souvent un argument qui est employé dans ce milieu-là, la physique quantique, les neurosciences, l'épigénétique, etc. Et bon, en creusant, je me suis rendu compte que c'était absolument pas le cas, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé ce chemin de questionnement de la manière dont je pense. Bravo. Merci. Donc, on est là pour parler des liens entre le mouvement New Age et le mouvement de l'écologie, qui sont imbriqués à beaucoup d'endroits différents dans leurs valeurs, dans leur histoire. Mais plus largement, aujourd'hui, il semble assez difficile de tracer les frontières entre le monde du New Age, le monde du développement personnel, la pensée positive, parce que ce sont des valeurs et des idées qui semblent infuser l'ensemble de la société contemporaine, en tout cas des sociétés occidentales. Même cette idée que notre pensée crée notre réalité, c'est vraiment partout aujourd'hui. Et c'est aussi particulièrement le cas dans les communautés écologistes, dont au moins une partie est imprégnée de ces idées qui donnent lieu à un ensemble de pratiques et d'idées irrationnelles, on va dire, controversées pour certaines et même parfois assez problématiques. Donc voilà, donc on est ensemble pour parler un peu de tout ça, mais d'abord,
Est-ce que vous pouvez essayer de nous définir qu'est-ce que c'est que le New Age, puisque c'est aussi une expression qu'on n'utilise pas trop en France finalement. Est-ce qu'il y a une traduction française de New Age ou pas vraiment ? Le nouvel âge. Oui, ouais, d'accord. Mais quelque chose qui serait qui engloberait l'ensemble de ces idées. Ouais, en fait, le terme scientifique, puisque c'est un mouvement de pensée qui est étudié par des scientifiques dans différents domaines scientifiques, c'est vraiment le New Age. Alors c'est vrai que il est assez peu employé en France, mais par exemple au Canada, c'est un terme qui est tout à fait communément employé, aux États-Unis également, et dans les pays anglophones, on parle bien de New Age pour parler de la spiritualité contemporaine. En France, ce que j'appelle la spiritualité contemporaine, évidemment, il y a plein de spiritualités aujourd'hui, mais ce que j'appelle, moi, la spiritualité contemporaine, c'est justement pour éviter d'utiliser ce terme de New Age qui n'évoque pas grand-chose aux gens, à part les hippies. Et en fait, c'est une fausse idée de se dire que le New Age, c'est les hippies, parce que le New Age, ça remonte à la fin du 19e siècle. C'est un mouvement de pensée qui considère que nous sommes tous un. Donc là, on va très vite aller justement vers ces notions qu'on retrouve dans l'écologie quelquefois, dans l'écologisme quelquefois. C'est justement cette idée qu'on fait un avec la nature, avec l'univers, que nous sommes Dieu et que Dieu est en nous, nous sommes une parcelle de Dieu. Donc c'est une croyance panthéiste, naturaliste. Et à partir de là, ça veut dire que en tant qu'être humain, nous sommes incarnés sur Terre avec un potentiel divin qu'il nous appartient de cultiver et de faire fleurir, d'épanouir. Et ça passe par la spiritualité, par la connexion notamment à la nature, par le fait aussi de se connecter à ces énergies, entre guillemets, sachant que ce terme ne renvoie absolument à aucune réalité physique, de sciences physiques. Ça n'a rien à voir avec l'énergie telle que comprise par les scientifiques en sciences physiques. Et donc, après, ce mouvement, il a évolué depuis la fin du 19e siècle. Il est né aux États-Unis. Et ensuite, il a évolué et il est entré en Europe, notamment par l'anthroposophie, qui est un autre mouvement qu'on connaît bien aussi dans l'écologisme, qui est, lui, né de Rudolf Steiner, qui était un Autrichien, et qui a infusé énormément dans notre société, donc qui est devenu une branche du New Age à l'époque. Après, le terme de New Age ou de Nouvel Âge, il désigne le fait que c'est très lié à l'astrologie. On entre dans une nouvelle ère, l'ère du Verseau, et que c'est une ère de transformation où l'homme, avec un grand H, va en fait avoir la possibilité de se connecter à ce potentiel divin et n'est plus enfermé dans ce qu'on pourrait appeler une matrice, comme dans le film Matrix, où on serait en fait enfermé dans une sorte de chape de plomb qui nous empêche d'exprimer notre potentiel énergétique. Voilà. Donc qui nous empêche d'entrer dans la 5e dimension. Et donc vous dites que plus qu'un mouvement, c'est une sorte de buffet à volonté. Le New Age, oui, c'est quelque chose dans lequel on peut aller piocher un peu ce qu'on veut. Oui, en fait, c'est difficile de dire que c'est un mouvement parce qu'il n'y a pas de vrai leader, il n'y a pas de personnes, il n'y a que des personnes un peu autoproclamées ou qui sont hissées comme des figures emblématiques. Je pense par exemple à Deepak Chopra ou Eckhart Tolle ou différentes personnes dont on entend beaucoup parler, mais il n'y a pas de pape, de prêtre, de clergé. C'est pas une église, quoi. Il n'y a pas non plus de ministres, comme on pourrait trouver dans certaines idéologies où on va avoir clairement des dirigeants. C'est au gré des époques, du temps, des idées qui évoluent aussi, parce que effectivement, moi je dis que c'est un buffet à volonté parce qu'il y a énormément d'idées qui se côtoient dans le New Age, qui ont une cohérence, mais qui peuvent paraître, vues de l'extérieur, quelquefois un peu incohérentes, parce que tellement elles sont nombreuses et tellement elles sont variées. Le New Age, moi j'y suis entrée par le développement personnel, mais on peut y entrer par l'alimentation, on peut y entrer par l'écologisme, on peut y entrer par le yoga, par la méditation et par tout un tas de choses qui au départ ne sont pas forcément New Age en réalité, mais qui sont des milieux très très imprégnés par ces idées-là, perméables panthéistes aussi à ça, et perméables, ouais, tout à fait. Où est-ce que on retrouve le New Age aujourd'hui, selon vous, dans tous les secteurs un peu? Le truc, c'est que la pensée New Age aujourd'hui, elle est mainstream. Comme vous disiez aujourd'hui, si on parle de pensée positive ou du fait qu'on crée notre réalité, personne va être choqué. Je pense que dans les années 70, on aurait fait un micro-trottoir pour demander aux gens « Est-ce que vous pensez qu'on crée sa réalité ?» Je pense que les gens auraient trouvé ça étrange comme question et n'auraient pas répondu positivement. Je crois que, justement,
les hippies, c'était une étape dans l'histoire du New Age, mais aujourd'hui, tout a explosé. Enfin, je veux dire, c'est un mode de pensée qui est commun au sens, voilà, il se trouve partout, quoi. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il infiltre tout. Il est présent dans l'entreprise, il est présent dans notre conception de nous-mêmes, dans la manière de nous organiser, de nous projeter dans des projets personnels, même par rapport à notre vie amoureuse. On peut se dire on doit trouver notre âme sœur, etc. Enfin, je veux dire, après, il y a des niveaux de croyances qui sont variables en fonction des personnes, mais je pense que la philosophie, entre guillemets, du New Age, elle est présente partout, en fait. Je renvoie les auditeurs auditrices à un de vos épisodes sur l'histoire de l'ésotérisme New Age, mais pour récapituler quand même peut-être rapidement les grandes étapes historiques, donc c'est naissance au 19e siècle aux États-Unis. Oui, alors à la fin du 19e siècle, il y a un mouvement qui s'est créé qui s'appelait la Nouvelle Pensée et qui est vraiment à l'origine de la loi de l'attraction et de la pensée positive. Donc ça date de la fin du 19e siècle, ce qui est quand même très ancien. Ça a plus de 100 ans, donc c'est pas du tout nouveau, hein, la loi de l'attraction. Ensuite, toujours à la fin du 19e siècle, on a eu la théosophie, la société théosophique qui a été fondée par Helena Blavatsky à New York. Et ça, c'est un mouvement, la société théosophique, qui dit que toutes les théologies, toutes les religions sont valables et qu'elles comprennent dans leur essence une vérité avec un grand V qui est ultime et à laquelle nous n'avons pas forcément accès en tant que pauvres humains, mais dans notre état terrien, on va dire, mais qui existe et qui est infusée dans toutes les religions et dans toutes les spiritualités. C'est aussi Helena Blavatsky qui a intégré toutes les notions hindouistes et bouddhistes de chakra, de réincarnation, de maîtres ascensionnés, donc de channeling aussi, qu'on retrouve beaucoup, c'est-à-dire la communication avec des êtres, soit des êtres supérieurs, soit des extraterrestres, soit des anges, etc., qu'on retrouve beaucoup dans le milieu New Age, dans la spiritualité à l'heure actuelle. Et cette vision donc qui dit que toute la vérité ultime se trouve dans toutes les pensées, c'est aussi un ultra relativisme qu'on retrouve aujourd'hui aussi, qui est de dire il n'y a pas de vérité ou tout est vérité. Donc c'est un relativisme extrême qui est très problématique parce que ça veut dire que tout est bon ou tout est mauvais, enfin tout est possible et que si on a une expérience de vie, quelle qu'elle soit, ben, quelque part, elle est là pour nous apporter un enseignement sur notre chemin. Et voilà, à la limite, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. La clé, c'est l'individu, en fait. C'est soi-même, on est maître de notre pensée, de notre expérience, et on peut déterminer ce qui est bon pour nous, mauvais. Tout est bon en soi, en fait, parce que on est incarné sur Terre pour faire l'expérience de notre propre divinité au stade d'illumination ou de non-illumination dans lequel on se situe. Donc, si on a une vibration basse, ça veut dire on n'est pas très évolué sur le chemin, mais on a cette essence divine qui nous permet potentiellement justement d'aller vers plus de spiritualité et d'évolution. Donc, ça veut dire que rien n'est problématique en soi, qu'on peut, dans une incarnation, être un bourreau, dans une autre incarnation, une victime, mais qu'au bout du compte, on est tous divins, donc tout est mis au même niveau, ce qui est vraiment horrible. Ça veut dire qu'il y a zéro responsabilité. Alors, c'est très ambivalent, parce qu'il y a à la fois une responsabilité à 100%, effectivement, de notre vécu, puisque nous le créons, nous projetons par nos pensées, et à la fois, ça veut dire aussi que si je veux maintenir un niveau élevé de conscience, il ne faut pas que je sois dans le négatif, puisque je dois cultiver une pensée positive, et je ne vais pas accuser ou poursuivre une personne qui a eu, par exemple, qui a eu des actes répréhensibles. Donc, il y a une déresponsabilisation dans ce sens-là des actions, de ses propres actions ou des actions des autres au regard de la société. Et tout est effectivement ramené à l'individu dans le sens où rien n'est très grave, on est juste en train de faire une expérience sur la Terre. Dans une prochaine incarnation, ça se passera autrement. Nous, on a la responsabilité de notre propre vécu, de notre propre chemin aujourd'hui, ici et maintenant. Vivons le moment présent. Et puis, pour le reste, c'est pas très grave, en fait. Donc, ça veut dire aussi que si on est en échec dans sa vie, c'est de sa faute. Oui, alors ça, c'est le pendant vraiment problématique pour beaucoup de gens qui sont inscrits assez profondément dans ces croyances. C'est qu'au bout d'un moment,
Même si au départ, on se dit « Ah, mais c'est génial, je suis responsable, ça veut dire que j'ai le pouvoir, j'ai le contrôle sur ma vie. » Et ça, c'est vraiment un sentiment qu'on peut avoir au début quand on entre dans ce type de croyance, un peu d'ivresse ou de soulagement, de se dire « Ah bah, j'ai les moyens d'agir. » Parce que si je modifie mes croyances, si je modifie mes pensées, alors je peux créer une autre réalité. C'est génial. Sauf que, s'il nous arrive des pépins, voire de graves accidents, un cancer, ou voilà, quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir, et ben, dans ce type de pensée, on va se dire, qu'est-ce qui a fait que j'ai projeté cette réalité? Quelle est ma pensée qui a généré cette chose-là? Et donc, on arrive dans le côté vraiment... Voilà, un peu anxiogène, un peu beaucoup anxiogène de ce type de croyance qui est finalement que, oui, je suis responsable de tout ce qui m'arrive, de ce qui arrive aussi à la planète. Et c'est aussi pour ça que beaucoup de personnes vont se regrouper dans des méditations collectives, par exemple, ou pour des activités plus de sorcellerie qui sont aussi liées au New Age, vont... jeter des sorts en faveur du climat et des choses comme ça. Donc, il y a aussi des rassemblements écologistes qui sont là justement pour essayer de contrecarrer cette action qu'on a en commun et qui peut être justement négative, alourdie d'un point de vue énergétique. Donc, on va essayer de remonter le niveau, entre guillemets. Et c'est donc une pensée qui ne prend pas en compte les structures sociales, les discriminations. Si je subis du sexisme, du racisme, de l'antisémitisme, que sais-je, c'est quand même de ma faute. Parce que j'ai pas assez projeté de positivité. On parle pas de c'est de ma faute, mais on parle de responsabilité à 100%. Tout le monde est responsable à 100% d'une situation. On a co-créé cette situation. Donc, si je suis, effectivement, si je meurs de faim dans le Sahel, c'est parce que dans mon incarnation, au moment où je me suis incarnée, j'ai choisi cette incarnation-là en lien avec mon niveau vibratoire. Et que du coup, je pouvais pas avoir accès à mieux, mais c'est parce que je suis en chemin et c'est pas grave. De toute façon, la vie terrestre n'est pas une fin, donc c'est pas très grave. Et effectivement, c'est hyper déresponsabilisant à un niveau collectif, puisque au bout du compte, il y a effectivement des discriminations, des injustices. On va pas lutter contre. En fait, parce que il ne faut pas lutter de toute façon. Il ne faut pas lutter contre dans cette mode de pensée, puisque ça veut dire avoir, des pensées négatives. Donc, on va plutôt essayer de voir le bon côté des choses, en quoi on peut devenir résilient, entre guillemets, dépasser nos limites, se questionner soi sur comment ne pas reproduire ce type de situation et ne pas en souffrir surtout. C'est-à-dire comment moi, je le vis. Et c'est en ça que je suis responsable aussi. Je suis responsable de mes émotions, de la manière dont je vis, par exemple, un antisémitisme dont je serais la cible. Et à aucun moment, on va essayer de se dire, comment on peut éviter que l'antisémitisme se propage ou qu'il y ait des discriminations sexistes au travail. Non, c'est pas un questionnement New Age, ça. Ce qui est quand même assez frappant, c'est de voir que donc, les croyances New Age sont très liées au développement personnel. Enfin, en tout cas, le développement personnel puise une grande partie, je pense, de ces préceptes dans des idées New Age. Et le développement personnel, aujourd'hui, le développement personnel est très développé, très puissant. C'est un business énorme et c'est une idéologie qui infuse aussi beaucoup le milieu du travail. Donc, comment est-ce qu'on peut détricoter un peu l'histoire du développement personnel et du New Age? Est-ce que c'est la même origine ou est-ce que vous avez un peu une vision là-dessus? On peut pas les détricoter parce qu'ils sont intimement liés. C'est-à-dire que oui, bien sûr, on peut trouver peut-être des démarches de questionnement sur soi-même avant la naissance du New Age, mais bon, il y a plus de 100 ans, ça m'étonnerait que ça ait vraiment existé. On peut trouver aussi depuis des démarches parallèles où des gens se sont posés des questions sur eux-mêmes, etc., philosophiques, psychologiques, etc. Mais le développement personnel en tant que tel, et il faudrait le définir, mais déjà en termes historiques, c'est vraiment quelque chose qui émane du mouvement New Age. C'est-à-dire, c'est la commercialisation, la financiarisation du bien-être personnel. Et ça,
vraiment, il y a un moment vraiment qui est fondateur, en tout cas qui est un grand tournant dans le développement du développement personnel, justement, de ce marché. C'est dans les années 70, la création d'un institut aux États-Unis, en Californie, qui s'appelle l'Institut Esalen, qui était et qui est toujours d'ailleurs, parce qu'il est très actif encore aujourd'hui, un institut de recherche, entre guillemets, qui avait pour objectif de dépasser les dogmes, le dogmatisme de la science, en proposant en essayant de trouver, de chercher des techniques d'amélioration de soi dans l'optique d'atteindre son potentiel humain. Donc cette notion de potentiel humain, elle est fondamentale et on la retrouve beaucoup dans le vocabulaire du New Age et dans le vocabulaire, bien sûr, du développement personnel. Et c'est dans ce centre-là, qui a été créé par 2 étudiants d'Harvard qui étaient des hippies, qui ont eu lieu tout un tas d'expérimentations. Alors, dans les débuts, dans les années 70-80, beaucoup sous LSD, mais après, ça a continué. On parle aussi beaucoup de la DMT aujourd'hui. Tout ça, c'est des expériences qui ont été menées à une époque où on s'intéressait beaucoup aux psychédéliques, etc., aux hallucinogènes, et où on se disait qu'on pouvait avoir accès à des états supérieurs de conscience par des états modifiés de conscience. Donc, tout un tas de techniques pseudo-scientifiques, puisque ne se fondant pas sur des expériences scientifique, avec des cohortes, avec des échantillons de personnes dont on étudierait les comportements, dont on étudierait l'évolution en fonction d'application de telle ou telle technique. Toutes ces pratiques, en fait, elles émanent en particulier de ce centre Esalen. Donc on peut trouver dedans, par exemple, la Gestalt, la respiration consciente dont je parlais tout à l'heure, qui est issue du Rebirth. Le Rebirth étant une technique qui permet de régresser potentiellement, enfin en tout cas c'est ce qui est proposé jusqu'à sa propre naissance. Mais il y a également, je sais pas moi, des techniques de massage, des techniques d'hypnose, tout un tas de choses qui... La PNL, elle est aussi très influencée par tout ça. Il y a vraiment énormément de techniques qu'on retrouve aujourd'hui qui sont proposées, aussi très orientales, entre guillemets, parce que c'est effectivement une réappropriation, une déformation qu'on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, dès la fin du 19e siècle, de techniques orientales, de méditation. Donc, par exemple, la méditation de pleine conscience est issue de l'Institut Esalen. Voilà. Donc, alors après, bien sûr qu'il peut y avoir des études qui sont aujourd'hui faites sur essayer de comprendre qu'est-ce que la méditation peut apporter ou pas, etc. Mais en tout cas, au départ, il y a clairement une démarche, comme je disais, de faire payer en fait des gens pour qu'ils aillent mieux. Voilà. Donc c'est ça le développement personnel et c'est vraiment très différent d'une démarche d'accompagnement en psychologie clinique où on va se fonder sur des travaux qui ont été faits et qui montrent que telle ou telle technique, par exemple dans le cas d'un trouble anxieux ou dans le cas d'un trouble alimentaire ou dans le cas d'une dépression, on va pouvoir proposer une technique ou une médication en fonction du cas. Le développement personnel s'adresse à tout le monde avec des techniques qui n'ont pas pu prouver leur efficacité et qui sont les mêmes pour tout le monde en fait. Et il faut aussi bien faire la distinction entre pensée positive, développement personnel et psychologie positive, qui est encore autre chose, qui est née dans la fin des années 90 et qui est une branche de la psychologie qui vise à étudier pourquoi les gens vont bien. Exactement. La psychologie positive est un domaine de recherche. Mais c'est quand même le point commun parce que c'est souvent un peu confus quand même, on fait un peu un melting pot en parlant de tout ça, mais le point quand même commun de tout ça, c'est quand même cette idée que chacun a la possibilité de s'améliorer, d'être heureux, et donc si chacun peut le faire, chacun doit le faire aussi. Exactement. Et alors pour revenir sur la psychologie positive et la différence avec la pensée positive, et je l'ai pas encore dit, mais c'est l'idée selon laquelle si je projette une pensée, elle me revient, c'est-à-dire je projette cette idée dans l'univers avec un grand U, et l'univers va me renvoyer ma pensée sous forme de réalité. Donc par rapport à ma santé, par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport à mon succès ou par rapport à mon échec dans un projet donné. Donc c'est vraiment une pensée, la pensée positive, et ça souvent les gens l'ignorent, mais son fondement est spirituel. Il consiste à penser dans cette idée panthéiste
que l'univers me renvoie ma réalité et que je crée vraiment ma réalité de toute pièce. Alors, c'est très différent de ce qu'on peut étudier, par exemple, en psychologie, qui s'appelle la prophétie autoréalisatrice, et qui est un phénomène connu et étudié, et qui consiste à dire, bah oui, effectivement, si je ne vais pas bien et que je vais à un entretien d'embauche, par exemple, il y a fort à parier que je ne vais pas être très convaincante, et que la personne en face va se dire, bah non, je ne vais pas la prendre. Ou si je à ce souris poste. toute la journée, fort à parier que je vais recevoir des sourires en retour. Voilà, exactement. En même temps, c'est pas forcément systématique. C'est-à-dire, c'est pas parce que je vais bien que je vais forcément avoir cet emploi, et c'est pas parce que je souris aux gens qu'ils vont pas me faire du mal. Donc voilà. Par contre, statistiquement, on observe qu'effectivement, la prophétie autoréalisatrice, c'est que j'ai tout simplement un impact interrelationnel, ou tout simplement dans mes actions, dans mes décisions, dans ma manière de mener mes projets, parce que mon état d'esprit va changer mes actions et mes pensées, il va avoir un impact. Voilà. Alors, pour en venir au lien entre les croyances New Age et l'écologie, donc on l'a dit un petit peu, il y a des valeurs communes et une histoire commune. Est-ce qu'on peut déjà faire un genre de périmètre de quels sont justement les mouvements où les idées écolos sont particulièrement fortes dans le mouvement New Age, par exemple l'homéopathie, l'agriculture biodynamique, enfin c'est très très large. Alors effectivement, dans l'écologisme, on retrouve le New Age dans déjà la biodynamie, l'agriculture biodynamique. Qui est très forte en France. Alors très forte, non, parce qu'en fait, elle représente très peu d'hectares de culture. Qui a de l'aura, on va dire. Mais en tout cas, on en parle beaucoup. C'est vrai que dans le vin, par exemple, si on va chez un caviste, tout de suite, il va nous proposer un vin biodynamique parce que il sait que c'est quelque chose de vendeur, et puis c'est quelque chose sur lequel il se fait plus de marge que sur un vin classique. Donc oui, on va souvent entendre parler de biodynamie, notamment dans la viticulture, mais ça reste vraiment en termes de parcelles, très peu répandu. Et alors, encore moins la biodynamie en ce qui concerne les cultures maraîchères. Vraiment, encore moins. Alors, la biodynamie, il faut préciser ce que c'est. C'est une culture qui reprend à peu près les canons de l'agriculture biologique au sens large. C'est-à-dire qu'on va éviter les intrants chimiques industriels, mais on va avoir des intrants chimiques dits naturels. C'est-à-dire dans l'agriculture biologique, on peut trouver par exemple, je sais pas moi, du sulfate, des choses comme ça, qui sont des produits chimiques entre guillemets, c'est-à-dire qui ont une action chimique sur le vivant, mais qui sont pas issus d'une usine, voilà, ou d'une confection industrielle. Alors, l'anthroposophie, la biodynamie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va partir de cette même idée que la nature est bonne et qu'il faut éviter les intrants industrialisés. Et elle va ajouter des potions magiques, des rituels, des prières, des sacrifices d'animaux également, des choses comme ça, en fonction de l'astrologie de Rudolf Steiner, qui est donc son inventeur. Alors, la biodynamie, c'est pas quelque chose d'ancestral du tout, hein. C'est une technique qui a été inventée de toutes pièces par Rudolf Steiner dans les années 1920 et qui repose sur sa vision spirituelle de l'univers, qui est donc une vision New Age, avec ses variantes à lui, puisqu'il a eu des inspirations spirituelle à partir de sa lecture des annales akashiques, qui sont donc une sorte de bibliothèque universelle mystique dans laquelle on pourrait trouver les grandes vérités de l'univers. Donc, il a, à partir de là, créé tout un système. Et donc, en agriculture biodynamique, on va enterrer des cornes de vache avec de la bouse de vache dedans dans un coin du champ à certaines périodes, à la fin de l'hiver, au moment de la pleine lune, etc., ou à la lune montante, je ne sais plus les détails, mais bref. Et on va ensuite récupérer, à la fin du printemps, ces cornes avec ce qui est devenu une sorte d'engrais, en fait, cette bouse de vache décomposée. Et on va ensuite, non pas les pendre sur les cultures, mais en faire, en fait, une solution homéopathique, dynamisée, ce qu'on appelle en biodynamie. C'est-à-dire qu'on va mélanger quelques pincées
de cet engrais dans des litres et des litres et des litres d'eau et qu'on va brasser en faisant des huit avec l'eau dynamisée. Ouais. Voilà, exactement. Donc c'est aussi lié à la mémoire de l'eau. C'est aussi lié avec à ça, qui est effectivement une théorie pseudo-scientifique qui non seulement n'a jamais réellement été prouvée, mais surtout dont on a prouvé que c'était faux. Mais en tout cas, qu'est-ce que c'est que la biodynamie? C'est ça, c'est des solutions magiques, des potions magiques qu'on crée suivant des rituels, avec aussi des prières, avec des paroles particulières, avec des moments particuliers. Et il n'y a rien comment dirais-je, en termes d'intrants, justement, de choses qui sont ensuite mises sur le champ, on ne va pas retrouver d'agents biologiques particuliers en fait qui vont avoir un impact sur les cultures. Donc ça c'est pour l'agriculture biodynamique. On a évidemment donc l'homéopathie, on en a parlé, tout qui a trait à la santé, donc les médecines douces ou alternatives, la santé au naturel on va dire. Bon on va pas détailler chaque pratique parce qu'il y en a beaucoup, mais sur quelle conception de la nature tout ça se fonde? C'est une nature à la fois bonne, inconditionnellement bonne, transcendante, et une nature qui a aussi une sagesse intrinsèque, dont on peut apprendre des sagesses. Et dans l'anthroposophie, on trouve par exemple les êtres élémentaires, qui aussi sont ceux à qui on adresse ces rituels en réalité. Donc c'est des êtres invisibles, mystiques, comme par exemple les ondines, les gnomes, les sylphides, etc., qui sont des êtres donc des êtres on va dire spirituels, qui sont là pour nous aider dans la culture du sol. Et c'est pour eux qu'on fait ces choses-là. Maintenant, on trouve aussi d'autres influences. Par exemple, vous avez un institut qui est assez connu dans le milieu écologiste, qui s'appelle l'Institut, la Fondation Findhorn, qui est en Écosse, qui a été vraiment très, très importante dans la pénétration de la spiritualité dans le monde écologiste. L'Institut Findhorn, qui a été fondé par des personnes tout à fait proches, ayant les mêmes croyances que l'Institut Esalen en Californie, partait de croyances rosicruciennes, donc la Rose-Croix, qui est un mouvement occultiste, partait aussi des croyances hindouistes du style des Devas, les Devas étant des esprits de la nature, très inspirés du théosophisme. Et ils disent toujours, en fait, et ils ont toujours prétendu qu'ils pouvaient cultiver des légumes géants sur des terres incultes. Et ça, on le retrouve dans différents endroits sur la planète. Cette mythologie selon laquelle, rien que par la pensée, et quel que soit le terrain sur lequel on cultive, on peut avoir, parce qu'on est élevé spirituellement, des fruits et légumes géants. En abondance, ouais. Et en abondance, ouais. Voilà. Et je précise une chose, Findhorn est en plus spécialisé dans l'habitat écologiste. Donc, on a dans l'habitat écologique. Donc, on a là quelque chose qui est aussi touche encore plus à l'écologie. Il n'y a pas que la culture. Ouais, c'est tout ce qui est géobiologie de l'habitat aussi. Alors, il y a la géobiologie de l'habitat, effectivement, le fait d'essayer de gérer les énergies telluriques et les énergies tout court de l'habitat pour favoriser la santé de l'humain, la santé des animaux, mais aussi pour influencer favorablement notre intégration à la nature et donc ne pas abîmer la nature. Gaïa. Gaïa. Bon, c'est vrai qu'il y a un paquet quand même de différentes pratiques et de business autour de tout ça. Ouais. Mais les gens sont souvent très sincères dans leur pratique. C'est pas que du business, c'est-à-dire bien sûr qu'il y a des gens qui qui font une reconversion professionnelle et qui vont se tourner vers ça et qui en font leur gagne-pain. Mais souvent, c'est des personnes tout à fait sincères qui croient dans cette spiritualité. Mais justement, comment est-ce que ça fonctionne un peu comme un continuum, c'est-à-dire qu'on commence à croire quelque chose parce que finalement, ça fait pas de mal, et puis on avance de plus en plus dans des idées, je vais pas dire farfelues, mais ésotériques. Est-ce que comment ça s'opère un peu la radicalisation des pensées? Bon, alors d'abord, il n'y a pas non plus tout le monde qui est radical. Moi, j'ai été très radicale dans mes croyances. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de courant. Maintenant, je pense que l'entrée dans l'éco-spiritualité, elle
elle peut se faire de deux manières. Soit on a une expérience personnelle avec la nature qui nous paraît transcendante, donc on peut avoir une expérience inouïe sur laquelle on n'arrive pas à mettre de mots un jour dans une promenade, voilà, une expérience en pleine nature, et où on va essayer de chercher des raisons, on va essayer de chercher aussi un décryptage, une interprétation à donner à ça, parce que on n'arrive pas à le faire, c'est quelque chose d'inouï, donc on va se renseigner, et là il y a des gens qui vont arriver avec des réponses, et ça peut être notamment cette spiritualité, mais ça peut être aussi des réponses plus religieuses, puisque l'éco-spiritualité, elle a été investie aussi par les églises catholiques ou l'islam, etc. Donc ça peut se faire dans ce sens-là. Mais ce qu'on trouve beaucoup aujourd'hui, c'est aussi évidemment le fait d'entrer par une porte. Ce que je disais tout à l'heure, le yoga, l'alimentation, la préoccupation écologique, l'angoisse écologique aussi, le fait de se dire on est vraiment mal barré, qu'est-ce que je peux avoir comme levier d'action à mon niveau? Moi, je suis pas politicienne, je suis pas décideuse, je suis pas scientifique, je suis pas agronome. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, on peut effectivement, quand on commence à s'investir sur cette question, soit en se renseignant, soit en devenant militant, rencontrer aussi ce type de discours où des gens vont nous dire, bah oui, tu peux mener une action, par exemple, viens faire une méditation avec nous et on va élever le niveau de conscience de la Terre, on va aider Gaïa et on va aider l'humanité à dépasser l'état dans lequel elle est actuellement. Et ça te fera du bien aussi. Voilà. Et il y a tout un mouvement aussi lié à l'éco-psychologie qui est très fondé sur des croyances New Age, puisque c'est John Macy qui a créé l'éco-psychologie. Donc là encore, l'éco-psychologie n'a de psychologie que le nom, puisque ça n'est absolument pas fondé sur des recherches scientifiques en psychologie, et que son efficacité n'est pas du tout prouvée. Mais le travail qui relie, voilà. Et bon, alors, c'est des cercles de parole, c'est des choses qui peuvent faire du bien sur le moment, il n'y a aucun souci avec ça. C'est-à-dire que, effectivement, pouvoir se rassembler entre personnes qui sont éco-anxieuses ou qui veulent faire quelque chose pour la planète, c'est génial, c'est super, ça peut être très enrichissant, mais c'est encore une fois pas des techniques qui ont prouvé leur efficacité dans le traitement de l'anxiété. Et en plus, c'est souvent... et ça on y reviendra sans doute, mais cette spiritualité véhicule beaucoup d'images stéréotypées, beaucoup d'idées sur le rôle de la femme, le rôle de l'homme par exemple, ou sur cette idée très idéalisée de la nature. Comme quoi la nature aussi serait forcément bienfaisante, en oubliant que la nature, en réalité, c'est un système chaotique qu'on ne maîtrise pas, et que la nature, voilà, telle qu'on l'imagine, c'est de notre point de vue à nous, d'être humain. Ouais. Mais non, restons sur cette la vision de la nature qui est véhiculée par toutes ces pratiques et pensées. Donc, dans l'éco-spiritualité, donc on a dit, on retrouve l'écologie profonde, l'éco-psychologie, l'anthroposophie aussi, tout le courant autour de Feu Pierre Rabhi. Finalement, c'est quand même un mouvement qui prenait l'éveil des consciences, etc. Et on a quand même l'impression qu'au cœur de tout ça se situe une définition de la nature, encore une fois avec des guillemets, qui est assez réactionnaire. Même si ça fait pas plaisir à certains de l'entendre, mais c'est une vision dualiste de la nature où il y aurait le bien, le mal, l'homme, la femme aussi, et qui est quand même plus ancrée finalement vers la droite de l'échiquier politique que vers la gauche, là où on situe l'écologie spontanément, on va dire, dans le discours mainstream. Du coup, comment est-ce qu'on peut justement arriver à essayer de lever un peu cette confusion autour de l'idée que la nature est comme ça et que il y a l'homme, la femme et qu'il faut une complémentarité. Je sais pas. J'en ai aucune idée de comment faire pour lever cette chose-là. Mais par contre, moi, ce que j'aime bien faire, c'est remonter à la source, c'est-à-dire savoir d'où viennent ces idées. Et je crois qu'il y a cette vision d'une nature bienfaisante, d'une nature vierge, pure. Elle remonte beaucoup dans son expression actuelle
à la nature-philosophie, qui est un mouvement de pensée du XVIIIe siècle allemand, qui prônait le retour à la nature, justement, et à un âge d'or du Moyen-Âge médiéval. Donc, c'était déjà là, la nature-philosophie, une idéalisation de l'ère pré-industrielle. Je crois qu'on a tous une vision critique, et je pense à raison, de l'hyper-industrialisation de notre vie actuellement. On y voit beaucoup d'inconvénients, mais on oublie aussi tous les bienfaits de l'industrialisation, les progrès de la médecine, les transports, le smartphone. Est-ce que demain, on peut revenir à une vie médiévale ? Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, qui en auraient envie. En tout cas, s'ils en ont envie, est-ce qu'ils ont vraiment conscience de ce que ça représente ? Donc, je pense que déjà, ça c'est intéressant de le savoir, c'est que du coup, dès le départ, cette notion de retour à la nature, elle est conservatrice, elle est réactionnaire, au sens où elle vient en réaction au modernisme, qui est dès le début en fait critiqué, parce que tout changement dans une société peut être très désagréable, et on comprend bien que l'industrialisation a pu être très désagréable pour plein de monde, et que encore aujourd'hui bien sûr notre hyper technologisation de tout pose énormément de problèmes, et notamment au niveau écologique. Donc ça c'est la première chose. Maintenant le problème c'est que en disant ça, en disant que la nature est pure et qu'elle est vertueuse et que l'homme est bon par nature, par exemple, ce qui est un des fondements de l'écologie profonde. D'abord, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose qui puisse prouver cette réalité. Je ne pense pas que ce soit qu'on puisse arriver à cette conclusion-là. Alors, ça peut être un postulat philosophique, puisque Arnaud Naess était philosophe, donc pourquoi pas partir de ce présupposé-là, mais enfin, ça n'a rien de scientifique, et je ne pense pas qu'on puisse dire que la nature en tant que telle est positive, bienfaisante, ou que l'humain est foncièrement positif, foncièrement bon. Donc, ça pose un problème, parce que ça veut dire qu'on fonde une action qui se veut d'action sur la matière, puisqu'on est face à un problème écologique, on est face à un problème de pollution, un problème d'alimentation mondiale, on est face à tout un tas de questions qui sont très matérielles, qui sont vraiment, qui posent vraiment, qui nous mettent face à la mort, qui nous mettent face à de graves problèmes matériels. Est-ce que le fait de poser un idéal ou une philosophie qui ne serait pas fondée sur quelque chose de vérifié ou de vérifiable, est-ce que c'est la meilleure des manières pour régler un problème aussi matériel que le réchauffement climatique ou la pénurie alimentaire? Et puis ça nous empêche aussi de questionner la modernité. C'est-à-dire que si on est toujours en train de se dire qu'il faudrait revenir à avant, quand c'était mieux, quand on était plus connecté avec la nature, etc., c'est s'empêcher de questionner nos besoins actuels et futurs aussi, quoi. Oui, en fait, effectivement, on ne raisonne pas, on n'analyse pas notre réel, on le refuse. Et du coup, ça ne nous permet pas d'avancer, de faire avancer, évoluer nos idées et de faire avancer nos modes de vie, puisqu'on refuse quelque chose qui est présent et qu'on ne peut pas effacer. Il fait partie de notre quotidien, je veux dire. Donc finalement, on ne questionne pas, on ne réfléchit pas à ce qui se passe et comment on peut améliorer les choses. Alors, je dis pas que tout dans, par exemple, tout dans l'écologie profonde est problématique, hein. Je dis juste que je pointe juste le fait que, par exemple, le postulat de base de son fondateur, il est quand même un peu idéaliste. J'ai remarqué, enfin je suis pas la seule à avoir remarqué, mais depuis quelques années, il y a une partie du mouvement Collapso, donc qui s'intéresse à le possible effondrement de la civilisation industrielle. Une partie du mouvement qui était plutôt axée vers imprégné de scientisme, on va dire, donc très mettre beaucoup en avant des études, des chiffres, des faits, etc. Une partie a basculé un peu vers l'éco-spiritualité. J'ai l'impression quand même qu'il y a... Peut-être que c'est le désespoir aussi qui conduit les gens à se tourner vers l'éco-spiritualité, mais je sais pas. Oui. Alors, il faut faire attention à une chose, c'est que la spiritualité New Age s'empare très très souvent du sujet scientifique. C'est-à-dire que elle ne dit pas que la science a tort. Et c'est ça qui est assez déroutant.
c'est que elle essaye de concilier science et tradition. Ça, c'est vraiment un grand motto du New Age et qu'on retrouve aussi dans l'Institut Esalen, qui dit ok, il y a du dogmatisme en science, nous, on va retourner aux traditions ancestrales et on va trouver le lien, le chaînon manquant que la science n'a pas su trouver dans sa démarche à elle. Donc, le fait que certaines personnes, à la fois, se revendiquent de la science et à la fois aillent vers des stages de masculin sacré ou de féminin sacré n'est pas antinomique. Souvent, on utilise, alors de manière complètement fallacieuse, les résultats de la science pour justifier la spiritualité. Dire que la science maintenant prouve que la loi de l'attraction existe, par exemple, ce qui n'est pas le cas. C'est absolument pas prouvé par la physique quantique, par exemple, ni les neurosciences. Donc, moi, je suis pas étonnée et je pense qu'effectivement, ce désespoir, il y a certainement une lassitude aussi des militants de longue date de l'écologie de se dire, en tout cas de certains, de se dire, voilà, je prêche dans le désert, il se passe rien, les gouvernants ne bougent pas. Moi, ce que je pensais être une bonne solution peut-être pour améliorer les choses n'est pas mise en place, ou si elle a été mise en place, ça n'a pas fonctionné. Et comme il y a cette pénétration ambiante aujourd'hui de ces notions spirituelles, ça devient très tentant de se tourner vers la pensée magique, vers une solution qui coûte beaucoup moins cher, qui permet de rentrer dans une communauté plutôt bienveillante, entre guillemets, de gens qui ont l'air d'être dans l'amour et la lumière, dans le positif permanent. Ça fait du bien, sans doute, aussi. Donc, moi, je peux pas leur jeter la pierre. Ce qui me pose plus problème, c'est quand il y a une promotion, telle qu'on la voit aujourd'hui, des grandes figures qui présentent ça comme une solution. Alors que, là, clairement, on est de l'ordre du spirituel. Alors, croire que le changement de paradigme, parce que c'est ça aussi le nouvel âge, c'est l'entrée dans l'ère du Verseau entraîne un changement de paradigme qui fait que les choses vont évoluer, les humains vont se réveiller et donc vont résoudre leurs problèmes. Ça me semble vraiment une pente glissante très très problématique, quoi. Non seulement, en fait, ça mélange un aspect spirituel, personnel, religieux aussi pour certaines personnes, à des problématiques matérielles. La disparition des espèces, la déforestation, le réchauffement climatique, c'est des choses extrêmement matérielles. Alors, bien sûr, je sais que ces personnes, comme moi-même, j'ai pu le croire, pensent que faire des méditations collectives permet de repousser les énergies négatives qui créent cette situation sur Terre, qui nous transcendent en fait. C'est ça l'idée, c'est que toutes ces catastrophes nous transcendent, sont liées à des choses qui nous transcendent et que donc il faut agir à un niveau transcendantal, il ne faut pas agir à un niveau matériel. Il faut aussi agir, se changer soi et changer son entourage au fur et à mesure pour pouvoir changer le monde. Exactement. Ça, c'est la fameuse phrase de Gandhi, de commencer par se changer soi-même pour pouvoir changer le monde. Ok, mais en réalité, malheureusement, ça ne porte pas ses fruits de faire ça. Ouais. Puis quand même, vous dites que ça vous pose pas de problème. Moi, ça me pose quand même des problèmes de voir qu'on continue à maintenir des archétypes sur ce que serait le féminin et le masculin sacré. Je pense que, là, on est en 2022. J'aimerais bien qu'on passe à autre chose, quoi. Oui, alors j'ai fait une chronique sur ça qui s'appelle le féminin sacré, et c'est vrai que au départ, si ces notions-là mettent en avant, au contraire, le fait de dépasser les stéréotypes et de mettre l'homme et la femme chacun dans sa puissance à un même niveau, etc., d'éviter justement tout ce qui est misogynie, etc., on se rend compte dans la pratique que finalement ça véhicule exactement toujours les mêmes stéréotypes. L'homme est porteur de la force, de la stabilité, la femme de l'intuition, de la maternité, etc. Et en réalité, ça ne fait que perpétuer sous une autre forme qui a l'air plus alléchante, qui a l'air moins rétrograde, des choses qui sont hyper sexistes, mais aussi des choses qui sont discriminantes envers les minorités, envers les personnes qui sont, par exemple, les personnes, je sais pas moi, par exemple chez les femmes ou chez les hommes, les personnes qui sont stériles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont des problèmes comme l'endométriose, on va dire, ah oui, c'est un problème de la pensée que tu projettes
sur ta féminité. Il faut que tu te réconcilies avec tes féminités, tu n'auras plus de problème d'endométriose, ce qui est quand même énorme quand on sait que c'est une maladie non seulement qui fait énormément souffrir physiquement, mais qui est très identifiée et qui correspond à des problèmes physiologiques clairs, quoi. Donc, c'est très, très problématique. Ça met des gens, c'est comme les personnes qui vont allaiter ou pas allaiter, etc. Enfin, c'est hyper, stéréotypé. Ce que je veux dire quand je dis ça me dérange pas, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas empêcher chacun et chacune d'avoir ses croyances. Chacun a ses va pas être les gendarmes de ce qui se passe dans la tête des gens. Moi, ce que j'encourage à faire avec mon podcast, c'est de se questionner pourquoi on croit ce qu'on croit et de se documenter aussi d'où ça vient. C'est toujours intéressant de savoir d'où ça vient. Quand on voit d'où vient cette histoire de féminin sacré ou de masculin sacré, et ce que ça véhicule et ce sur quoi ça prétend se reposer, comme par exemple des soi-disant sociétés matriarcales qui auraient existé avant et qui n'ont en réalité jamais existé. On n'a aucune trace historique, et il y a eu énormément de recherches de fait là-dessus, de telles sociétés, où les sorcières qui sont complètement idéalisées, et ça correspond pas du tout à ce que les historiens connaissent de ce qui s'est passé à l'époque de la sorcellerie, jusque dans la période de la Renaissance. Donc tout ça, c'est comme raconter des contes de fées sur des bases qui ont l'air sérieuses, historiques, scientifiques, et qui en fait ne sont pas corroborées par la science. Alors après, on peut se dire ce n'est pas corroboré par la science, mais c'est un système de croyance qui me convient. Et là, chacun est libre. Mais au moins que les choses soient faites en conscience, en connaissance de cause, ça me semble intéressant. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un énorme succès des pratiques de médecine alternative, des médecines douces, que ce soit de l'ostéopathie à l'acupuncture, en passant par le magnétisme, je sais pas si on peut appeler ça de médecine, le Reiki. Il y en a des... aucune de ce que vous décrivez là ne peut être appelée médecine au sens propre du terme. Non, mais c'est quand même... Parce qu'elle ne soigne pas... Mais c'est dans le vocabulaire courant et dans le discours médiatique, c'est ce qu'on entend. Tout à fait. Des formes de pratiques alternatives, en tout cas. Comment est-ce que ces pratiques, elles ont gagné autant d'importance et qu'est-ce qui leur permet de prospérer aujourd'hui ? Alors, je crois qu'il y a deux aspects. Il y a effectivement une grande médiatisation de ces pratiques parce que c'est des marronniers, c'est-à-dire dans le langage journalistique, c'est des choses qui marchent très bien. C'est le genre d'article qui est lu. C'est comme l'astrologie. Pourquoi est-ce qu'on continue à avoir l'horoscope dans les journaux alors que à peu près tout le monde, y compris les lecteurs et lectrices, savent que ça ne repose pas sur grand-chose? C'est que on aime lire ça, on au sens général, et donc tout ce qui est un peu mystérieux, pratique alternative, on se dit ah ouais, la science n'a pas encore tout expliqué, et c'est vrai, et il y a des choses comme ça qui fonctionnent, etc. Ça génère du trafic. Mais on accorde quand même plus de crédit à l'acupuncture que à l'astrologie. Oui, alors potentiellement, certaines personnes, même effectivement. Dans les hôpitaux, c'est aussi utilisé parfois. Oui, alors effectivement, il y a un autre aspect, c'est que les institutions étatiques ont légitimé certaines pratiques. Par exemple, l'homéopathie, en France, ne peut être exercée que par des médecins qui ont fait une spécialisation. L'acupuncture aussi. Et l'acupuncture aussi. Donc ça veut dire que quand on va voir un acupuncteur ou un homéopathe, en principe, c'est pas toujours le cas, et dans ce cas-là, c'est hors la loi, mais en principe, ce sont des médecins. Donc ça donne quand même une aura à ces pratiques, et on a l'impression qu'elles ont pu prouver leur efficacité. Or, il y a énormément d'études qui ont été faites depuis bien longtemps sur l'homéopathie et qui montrent depuis bien longtemps que cette pratique n'a pas d'effet au-delà d'un effet placebo, l'effet placebo étant un effet utile dans le cadre de la médecine conventionnelle et utilisé par toutes les techniques, et qui est présent en fait. L'effet placebo est présent. Dès que vous prenez une gélule, dès que vous allez voir un médecin, vous avez un effet placebo qui est opérant. Qu'est-ce qui fait la différence entre une pratique alternative, c'est-à-dire qui n'a pas intégré le corpus des connaissances et des pratiques de la médecine conventionnelle, et la médecine conventionnelle? C'est que son action ne dépasse pas cet effet placebo, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'action propre. Alors, l'acupuncture aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est pas mal étudié. On n'a pas encore pu dégager de manière claire d'effets propres à l'acupuncture. Mais il y a
là aussi, eu énormément de buzz médiatique. Il y a des médecins qui pratiquent ça et qui disent que ça fonctionne au-delà du placebo. Mais donc, aujourd'hui, il y a quelques études qui montrent que peut-être, il y aurait peut-être quelque chose à trouver, notamment pour l'anxiété ou certaines douleurs et des choses comme ça. Mais rien de flagrant, quoi. Puis après, on a un flot de thérapeutes, de gens. Soins énergétiques en tout genre. Énormément. À tous les coins de rue, on va avoir, et puis on a toujours une amie ou un ami qui va nous dire « Ah, moi, je suis passée par tel ostéopathe, je suis passée par telle personne, ça m'a fait énormément de bien. » Alors, l'ostéopathie ayant une particularité aussi, c'est que souvent, les ostéopathes sont déjà kinés, donc ils mélangent les pratiques qui sont des pratiques ostéopathiques dont les résultats ne sont pas prouvés, encore une fois, par les études scientifiques, à des pratiques de kiné. Maintenant, voilà, encore une fois... Alors, il y a des choses dont on sait qu'elles ne fonctionnent pas du tout. Et il y a aussi des choses comme l'ostéopathie où... Je suis une grande adepte de l'ostéopathie, voilà, je l'avoue. On sait pas. D'un point de vue scientifique, parce que après on peut en tirer des bienfaits à titre personnel. Encore une fois, l'effet placebo, la relation thérapeutique avec la personne que vous allez voir, elle joue énormément sur un mal de dos, par exemple. Et c'est ça que je voulais dire, c'est qu'il y a une différence entre des pratiques comme l'ostéopathie qui sont encore à l'étude, et puis des pratiques dont on sait que non. Ça a été étudié. On sait, par exemple, que le Reiki, par le fait de faire des passages des mains au-dessus du corps pour brasser l'aura, par exemple, non. Il y a eu des études de fait qui ont montré que ça n'a pas d'action au-delà d'un effet placebo, d'un effet contextuel. Le magnétisme, les coupeurs de feu... Ça c'est pareil. Le magnétisme c'est différent, et le Reiki, en fait, le Reiki... Le magnétisme et coupeurs de feu, c'est la même chose? Alors, les prétentions sont pas les mêmes, c'est un peu différent, les origines... Disons que les trois ont des origines assez communes qui sont en gros les rebouteux du XVIIIe siècle. Bon, après... Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour vous raconter l'histoire de sa grande brûlure qui, au téléphone, a été réglée. Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est très troublant, mais c'est pas mystérieux. Parce que ça a été étudié encore une fois. Donc, moi, je renvoie aux gens que ça intéresse. Je renvoie les gens à mes chroniques. Je fais une chronique sur les soins énergétiques où je parle du magnétisme, je parle du Reiki, je parle... voilà. Et après, les barreurs de feu, c'est pareil. Qu'est-ce qu'une brûlure? Il faut connaître aussi un minimum la physiologie humaine pour comprendre que, par exemple, une brûlure, une forte brûlure au 3e degré, au bout d'un moment, comme elle grille les nerfs, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus de douleur au bout d'un moment. Donc, c'est une douleur intense, insupportable, jusqu'à ce que tout à coup, il n'y a plus de douleur. Alors, si c'est à ce moment-là que le barreur de feu intervient, c'est miraculeux. Mais en réalité, est-ce qu'on a pris en compte la physiologie humaine? Après, il y a toujours cet effet de réconfort, cet effet de sensation de moins souffrir, d'effet contextuel. Et après, il y a aussi la plupart de nos problèmes de santé se résolvent d'eux-mêmes. Par exemple, un rhume, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, l'homéopathie, n'importe, aussi le coccinum. Des ampoules d'eau de mer. Vous allez de toute façon, un rhume n'est pas traitable. Personne... Oui, on guérit en une semaine. Et on guérit toujours, au bout de quelques jours, d'un rhume. Mais on peut se dire, j'ai fait un grog, j'ai pris une tisane, ça allait beaucoup mieux, et mon rhume est parti. Mais c'est là encore une question de connaissance de notre physiologie, des pathologies. Et qui connaît ça? Je veux dire, à part des gens qui ont étudié la question, c'est normal qu'on soit ignorant de tout ça. Et on se laisse un peu berner par une illusion de résolution qui viendrait d'une cause qui n'est pas celle qui est la cause réelle, en fait. Est-ce qu'on peut arriver à tracer une frontière entre ce qui est dangereux, problématique, ou ce qui fait pas de mal, et du coup, pourquoi pas? Ou est-ce que c'est vraiment un continuum? Il y a des thérapies alternatives qui sont dangereuses. Ça, on le sait. Par exemple, l'herboristerie, il y a des plantes qui, soit en tant que telles, peuvent vous empoisonner, soit parce qu'il y a une combinaison avec d'autres plantes ou avec des médicaments que vous prenez à côté, pareil, vont vous empoisonner. Donc ça, on le sait. Il y a des pratiques dites de médecine douce qui ne le sont pas.
Hein, c'est comme aussi les huiles essentielles. Les huiles essentielles, ça peut mener à des catastrophes. Vous mettez de l'huile essentielle sur de la peau d'un bébé, ça peut créer des allergies à vie, ça peut créer des empoisonnements, etc. Et puis après, il y a des techniques où on se dit, ça peut pas faire de mal, comme par exemple, je sais pas moi, on parlait du Reiki, le magnétisme, les barreurs de feu. On nous touche pas, ça se passe par téléphone ou on me fait un massage, en quoi ce serait problématique? Ça peut être problématique dans le sens où ça peut nous écarter d'une vraie prise en charge ou d'un diagnostic, tout simplement. Parce que si on se sent mieux, on parlait du fait d'aller mieux, par exemple, je vais chez l'ostéo, je me sens mieux. Donc je vais pas chez mon médecin faire des examens. Peut-être que j'ai un problème osseux, peut-être que j'ai un problème beaucoup plus profond et qui va pas être dépisté. Parce que je me suis sentie mieux. Donc, je vais décaler peut-être d'1 an le moment où je vais être diagnostiquée de quelque chose de grave ou je vais aussi peut-être préférer une médecine alternative à un traitement difficile et contraignant. Parce que la médecine, malheureusement, il y a des traitements qui sont très contraignants et avec une issue qui n'est pas forcément assurée. Qui n'est pas forcément favorable, et parce que voilà, la médecine n'a pas réponse à tout non plus, donc on peut se tourner vers ça, et on sait, parce qu'il y a eu des études de fait là-dessus, notamment une en 2018, qui montre que il y a plus de mortalité chez les personnes qui font appel à des médecines alternatives quand elles sont atteintes de cancer de manière complémentaire ou alternative, donc à la place de la chimiothérapie, radiothérapie, etc., traitement conventionnel du cancer. Et donc, non seulement elle meurt plus, mais elle meurt plus rapidement. Et pourquoi ça? Parce que quand on est face à un traitement qui est lourd, qui nous bousille la vie, parce que je veux dire, prendre un traitement chimiothérapie, c'est pas se sentir bien, c'est clair et net, et pendant longtemps, pendant des mois, voire des années, on peut être tenté d'observer moins rigoureusement son traitement, et ça crée des pertes de chance, en fait. Donc ça, c'est un peu l'effet un peu sous-marin qu'on n'envisage pas, problématique des médecines alternatives. Et les médecines alternatives sont aussi le terreau de dérives sectaires et voire d'idées complotistes. Oui, en fait, il y a une interpénétration de l'écologie, des médecines alternatives, de tout un tas de pratiques comme ça, qui vont être justement issues d'idées spirituelles. Évidemment que les personnes malveillantes vont se saisir des idées magiques qui font croire aux gens qu'ils ont des solutions toutes faites. Alors, une dérive sectaire, en général, elle est menée par... en général, c'est pas toujours le cas, mais en général, elle est menée par une personne qui va clairement à tirer profit. Alors, il y a 3 grands bénéfices à monter une secte, je vous les donne. L'argent, le pouvoir. L'argent, effectivement, le fait de maîtriser les personnes qu'on a en face de soi, et voilà, de les avoir sous emprise mentale, et le sexe. Il y a effectivement beaucoup de signalements qui sont faits auprès des instances gouvernementales de lutte contre les dérives sectaires. Je pense notamment à la Miviludes, qui est une instance française qui concerne la santé. Et c'est même le gros des saisines. Mais la Miviludes n'a pas énormément de moyens, quand même. La Miviludes a très peu de moyens. La Miviludes a un budget annuel de 85 000 €, je crois, ce qui est très restreint. Comme on peut s'en douter, d'abord, il y a très peu de personnel, ils sont une dizaine, et puis ils ont un budget rikiki. Donc c'est une dizaine. C'est l'angoisse totale, c'est vraiment problématique. Il y a aussi quelque chose qui est fort aujourd'hui, c'est, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a vraiment une adéquation entre les valeurs promues par le New Age et les valeurs promues par l'idéologie néolibérale. Enfin, le paradigme néolibéral dans lequel on vit, ces valeurs qui mettent en avant l'individu, l'autonomie des personnes, l'idée qu'on est autosuffisant, donc c'est aussi cette idée dont on parlait, donc mon bonheur ne dépend que de moi, et quand on veut, on peut. Comment est-ce qu'on peut analyser cette concordance? Est-ce que le New Age s'est adapté au contexte néolibéral, ou est-ce que le néolibéralisme génère un terreau fertile pour les idées New Age? Ou est-ce que, c'est pas un hasard, j'imagine qu'il y a une telle
alliance de tout ça, quoi. Non, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire que à l'origine du New Age, le premier penseur de la loi de l'attraction, il s'appelait Phineas Kimby aux États-Unis, et lui, il est américain, donc il baigne dans une société à la fois puritaine et du rêve américain, du libéralisme américain, dans lequel il va pouvoir développer cette idée que, effectivement, si on veut, on peut. Donc, si je projette des idées, je change mes pensées, je peux me défaire de la tuberculose, je peux guérir de telle ou telle maladie. Donc, il y a clairement cette espèce de truc, d'idée autour du self-made man et du fait que on peut être maître de sa destinée. Donc ça, je pense que c'est très très clairement lié au libéralisme. Ça en est issu, en fait. Cette personne baignait dans cette pensée-là. Maintenant, aujourd'hui, évidemment que on ne peut que voir une concordance, parce que je pense que le libéralisme profite beaucoup de la diffusion de cette pensée New Age, parce que elle permet de justifier le côté individuel et non collectif des problématiques. Donc on va, par exemple, en entreprise, dire aux gens, mais écoute, change de mindset, change de mindset et tout ira bien. Si tu es dans l'échec, c'est quand même toi qui es maître de la situation et qui dois le résoudre. Donc, va faire un stage de coaching. Oui, puis il faut s'améliorer, s'adapter. Absolument. Donc, on va aujourd'hui retrouver ça et ça va permettre d'éviter de se poser les grandes questions qu'une entreprise devrait se poser toujours. C'est la première des choses, par exemple, le bien-être au travail, c'est d'abord et avant tout les conditions de travail. Donc, les conditions de travail, c'est le fauteuil, la chaise, le bruit, est-ce qu'on est dans un bureau confortable, etc. Est-ce qu'on habite loin de son travail et est-ce qu'on a des heures de transport par jour? Est-ce qu'on est bien payé? Ça, c'est ça le bien-être au travail. Reporter la responsabilité du mal-être au travail sur la personne, évidemment, c'est se dédouaner de toute responsabilité en tant que collectivité, au niveau de l'entreprise, mais aussi évidemment au niveau des gouvernements, de la prise en charge de la santé publique, etc., etc. Donc, et on parlait tout à l'heure des médecines alternatives. Et il y a un très clair mouvement à l'heure actuelle du gouvernement français vers une privatisation de la santé, qui passe notamment par le fait que les mutuelles proposent aujourd'hui tout un package de techniques alternatives, comme si ça allait soigner les gens. Je veux dire, ça peut faire plaisir et ça peut faire du bien, dans la limite de ce qu'on a décrit, d'aller faire une séance de Reiki, mais c'est pas ça qui va soigner les gens, quoi. Il faut arrêter, les moyens, ils sont pas à donner de ce côté-là. Ils sont d'abord à donner, justement, pour que l'effet contextuel fonctionne bien dans le système public, il faut que, par exemple, les médecins aient le temps d'échanger avec leurs patients. Ce qui était une énorme plus-value des médecines alternatives, c'est justement le temps qu'on accorde aux gens, qu'on peut échanger, qu'on peut parler, qu'on peut laisser la personne s'exprimer, exprimer sa douleur, exprimer sa souffrance, etc. Aujourd'hui, dans la médecine conventionnelle, on a un vrai souci avec ça. Et il faudrait peut-être qu'on s'inspire justement des médecines alternatives pour offrir un contexte favorable justement à une bonne prise en charge. La puissance aujourd'hui justement de ce bain idéologique de la responsabilisation de l'individu, de l'idée que c'est un peu aussi la fausse idée de la méritocratie finalement, de dire que chacun est responsable de son destin, etc. Tout ça aussi, alors j'imagine c'est pas un complot du néolibéralisme, mais ça pourrait faire en tout cas d'accélérer l'atomisation de la société, le détournement de l'action collective, de l'engagement dans les luttes politiques. Et c'est aussi, c'est ce mouvement d'atomisation de la société qui favorise la marchandisation de la société, la disparition progressive, en tout cas l'amenuisement des droits sociaux. Donc finalement, on peut peut-être dire que l'idéologie du développement personnel, elle est favorable à la montée en puissance du néolibéralisme. Oui, et je pense que les personnes qui se retrouvent dans un certain conservatisme, dans le fait de faire du bénéfice, du profit à tout prix,
va évidemment promouvoir la méritocratie, va évidemment promouvoir toute technique qui permettrait de responsabiliser quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes, et de manière consciente ou inconsciente, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire que les personnes qui proposent du développement personnel en entreprise sont forcément malveillantes. Elles peuvent aussi se dire que c'est positif, que ça peut apporter quelque chose, que ça peut dynamiser les équipes, redonner du poil de la bête à une personne qui est déprimée, etc. En réalité, non, elle se cache derrière le petit doigt et le problème, il est ailleurs. Alors, il n'est pas que au niveau de l'entreprise, c'est sûr et certain. Je veux dire, il y a tout un système sociétal derrière. Mais oui, c'est sûr que si on devait personnifier le néolibéralisme et en faire une personne, oui, le néolibéralisme profite d'un certain nombre d'outils pour faire croître sa propre mainmise sur la société, on va dire, si on veut rendre la chose hyper complotiste. Mais en tout cas, c'est quand même assez frappant de constater que aujourd'hui, toutes les pratiques et les techniques de travail sur soi, de développement personnel, ne permettent pas de comprendre les structures sociales dans lesquelles on évolue. Et je veux dire, si je veux travailler sur moi, entre guillemets, parce que j'ai des blocages, je ne sais quoi, etc., le développement personnel ne va pas m'aider à remettre ça en perspective dans le contexte du patriarcat, de la société capitaliste et de ce qui fait que je suis un individu, mais je suis évidemment prise dans des structures sociales qui sont intriquées avec ma vie personnelle. Oui, tout à fait. Et j'irais même plus loin. Je dirais que le développement personnel, ça peut être sympa, ça peut être des outils, un support de réflexion. On va se poser des questions qu'on ne s'est jamais posées dans un cadre classique quotidien, etc. Et voilà, au même titre que si je me tire les cartes, je peux trouver un support de réflexion sur ces cartes ou je regarde mon signe astrologique, etc. Ça ne veut pas dire que ça va réellement m'aider à prendre les bonnes décisions et à vraiment comprendre ce qui m'arrive. Ça décentre, ça permet d'avoir une sorte de recul, mais au niveau collectif, effectivement, ça ne peut pas répondre aux questions, mais même à un niveau individuel, personnel, si ça suscite des questions chez moi, ça ne m'apporte pas forcément les outils pour les régler. Et peut-être même que ça induit des réponses toutes faites, pré-packagées, justement liées à des croyances. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci à vous. Merci beaucoup à Elisabeth pour notre conversation et merci à vous toutes et tous pour votre soutien et votre écoute. Vous pouvez partager les épisodes s'ils vous ont plu et mettre 5 étoiles sur iTunes pour permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast plus facilement. Présage est un podcast indépendant. Le générique est un extrait du morceau L'eau de Sabrina Bellawell, mixé par Paloma Colombe. À très vite.